Vu d'en haut, Paris semble minéral. Un mélange de pierre, de verre, enrichi par le fer. La Seine apporte une touche de couleur qui éclaire le tableau. Mais très vite, une autre teinte s'impose. Paris passe au vert à chaque coin de rue, grâce aux lieux publics, mais pas seulement. Il y a aussi une multitude d'univers insoupçonnés depuis la rue, des petits coins de nature incroyables. Cet homme en a fait sa spécialité. Hugues Pevergne est paysagiste et c'est lui qui a conçu ce décor. Ambiance garrigue sur toit-terrasse avec vue imprenable sur Paris. Il ne manque que les cigales. Quand vous avez vu pour la première fois cet endroit, vous avez pensé à quoi? Je me suis dit, mais c'est incroyable comment ça flotte complètement dans le ciel de Paris. Il ne faut surtout pas arrêter le regard et se cadenasser sous prétexte de vis-à-vis éventuel. Il va falloir jouer avec ça et faire en sorte que cette terrasse, que je préfère encore parler de jardin suspendu, donne l'impression de flotter sur le ciel. Et volontairement, c'était une idée de recréer un petit paysage avec très peu d'espèces, comme des lavandes un peu ici, des pins des montagnes qui sont un peu des pins naturellement avec un port un peu bonsaï, comme s'ils avaient souffert du vent, et j'ai été les choisir exprès en pépinière pour ça. Du thym, parce que c'est une plante qui, dans la garrigue, vient bien toute seule. Et ensuite, le côté roche volcanique qui renforce l'idée du paysage. C'était comment au début? Au début, c'était pauvre. On voit, c'était simplement un rectangle avec des limites extrêmement présentes qui disent, bah oui, on est à Paris, on voit l'immeuble moche, voilà. À partir de là, cet immeuble-là, il est plus tout pareil. Il se détache sur des frondaisons, sur une boule de lavande. Et naturellement aussi, ça a été planté de manière à ce que l'œil aille sur le Sacré-Cœur et pas sur l'immeuble. Et j'ai taillé quelques plateaux pour dire, je distingue le Sacré-Cœur, mais des fois, il faut que je le cherche. Donc il y a un petit côté comme ça, on est à Paris ou on n'y est pas. C'est là-dessus que repose le projet. Oui. Au fil du temps, la nature s'est immiscée un peu partout dans la ville, favorisant la circulation de la faune et de la flore parisienne. Et à sa manière, Hugues Pevergne contribue à l'effort général. Comme dans ce jardin de ville, en plein cœur du 16e arrondissement. Dès qu'il y a une petite niche de terre, j'installe un végétal, ça amène des graines, des soi-disant mauvaises herbes, il se passe un petit microcosme, un petit univers. Et c'est vrai que par exemple ici, des mésanges ont élu domicile, elles se sont planquées derrière les bambous, elles font des petits. Les merles raffolent des arbres à fruits qui sont là, la mélanquier du Canada. Donc c'est vrai que ça amène de la vie. Il y a plein de coccinelles aussi, qui sont très utiles puisqu'elles mangent les larves des pucerons. Avec la petite cabane aussi, là, la mésange bien cachée. Et puis il y a le point d'eau aussi. Souvent, la difficulté pour les oiseaux, c'est pas tellement le manque de nourriture, c'est la soif. Et en hiver, ils ne trouvent pas toujours suffisamment d'eau. Un microcosme dans 100 mètres carrés, à peine. Et l'homme y a aussi toute sa place. Hugues a d'abord travaillé pour les enfants de la maison. C'est très sympa de voir les enfants prendre leur goûter dans la cabane ou de monter, descendre, de passer dans les petits passages comme ça qui sont créés et qui offrent toujours diverses possibilités. Là, évidemment, ils adorent descendre, voire sauter. Ensuite, se courir un petit peu après. Dans à peine 100 mètres carrés, c'est quelque chose de précieux, quoi. Quand on est là, on a l'impression que ça ne s'arrête pas. Par contre, on est très près de la maison. On est très près de la maison parce que l'idée, c'est vraiment d'en faire un lieu de transition qui permet de prendre des repas comme ça ensemble. Je repère tout de suite où sont la cuisine, par exemple, où est la cuisine, de manière à ce que ça soit facile de passer dehors. Si c'est toute une histoire pour amener un plat et tout ça, on ne va pas tellement vivre le jardin dans ce sens-là. Donc je fais toujours très attention à ça. Et puis je regarde aussi les vues principales de manière à ce qu'en hiver, même si on est calé dans son canapé, on a des fenêtres comme ça végétales qui disent tiens, il y a quelque chose qui se passe dehors. À Paris, les façades jouent parfaitement leur rôle de rempart. Derrière l'Institut de France, quai de Conti, difficile d'imaginer ce décor luxuriant. Nous sommes cette fois chez Pierre Berger, le mécène et homme d'affaires. C'est lui qui a voulu ce jardin tel qu'il est.
J'ai voulu un jardin accueillant, mais secret. C'est-à-dire on n'arrive pas directement. Là-bas, il y a un endroit où on peut se tenir, par exemple, que moi j'aime beaucoup, mais il faut y arriver. C'est pas accueillant tout ça. Ça l'est quand on est arrivé, mais pas vraiment. C'est un endroit que j'aime. Voilà. Pierre Berger a composé son jardin comme une symphonie. Au premier plan, ces parterres de buis structurent l'ensemble. À l'arrière, c'est plus fouillis, mais tout est à sa place. C'est un jardin truqué un peu, avec un biais qui ne se ressent pas. Il est pas aussi grand qu'on croit. Il faut truquer un peu avec la perspective. Donc pour donner l'impression que ce jardin est plus grand, on a fermé tout ça, on a bouché. Et en fait, il part en biais, mais il ne faut pas le dire. Voilà. Ici, méfiez-vous des apparences. Prenez cet arbre par exemple. Il est fait de métal et de porcelaine. Même les araignées se sont fait piéger. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est faux, tout ce qui est trompe-l'œil, tout ce qui est fausse perspective. Oui, j'aime ça. Changement d'univers. Nous sommes cette fois dans le 19e arrondissement. Tout doux, ça monte, ok. Chez Katia Goldman. Là-bas derrière les ombres, j'ai cherché mon chemin. Artiste-interprète indépendante, Katia travaille sur la maquette de son deuxième album avec Philippe, son réalisateur. Premier pas dans ce monde, personne au creux. Toujours là, ça tu l'avais mieux fait avant parce que le premier pas, tu vois, faut vraiment que tu amènes quelque part et que tu amènes surtout le refrain, il y a vachement plus d'intensité. Ça n'était pas vraiment prévu comme ça. Des heures de travail dans un cadre inhabituel pour le métier. Tout ça, plus fragile, plus fragile. Très bien, super. Bon là j'ai pas les paroles, mais bon, Grave. je fais un peu ce que je sais. Bah écoute, c'est impeccable, Ouais, c'est très très bien. Vous avez une super vue aussi. C'est le rêve. Non, c'est vraiment le rêve. En concevant la maison, on a vraiment fait en sorte que... Voilà, souvent dans les studios, on est tout le temps enfermé, il n'y a jamais de fenêtre, c'est assez angoissant. Et là, c'est un bonheur, je vois même les petits oiseaux, c'est une chance assez exceptionnelle. Katia a eu le coup de foudre pour cette cour d'immeuble, occupée auparavant par la loge du concierge et son atelier. Au cœur d'une copropriété qui en aurait fait réfléchir plus d'un. Quand on a acheté et quand on a commencé à faire les travaux, tout le monde nous a dit « Vous allez être encaissés, vous allez voir... » Enfin, les gens n'arrivaient pas à se projeter. Il y a des immeubles partout. Il y a des immeubles partout. Donc en fait, on fait partie d'une copro, donc il y a un immeuble de rue et un immeuble de l'autre côté. Et en fait, le jardin est tellement fourni et on se sent tellement bien chez nous. Enfin, c'est très harmonieux finalement. Donc on a oublié qu'on était dans Paris et qu'on était entouré en fait. Après avoir construit leur maison bardée de bois, Katia et son mari ont fait appel à un paysagiste pour les accompagner. Un an plus tard, le résultat obtenu dépasse toutes les espérances. On voulait vraiment quelque chose de très naturel, donc assez fouillis, on va dire, assez bucolique. Et puis on voulait faire pas mal de récup. Donc en fait, comme l'immeuble avait des volets bleus et que quand on a détruit, on a récupéré des volets, il a fait une petite cabane et il a intégré des matériaux qui existaient déjà dans la ruine en fait. Voilà, et puis on a récupéré aussi les pavés de Paris. Et puis vous avez encore un autre univers. Et on a encore un autre endroit. C'est encore un petit endroit caché, c'est le plus. Et là, c'est un petit potager. Le potager, c'est le domaine d'Édouard, le mari de Katia, son parolier également. C'est plutôt pas mal que ça se passe. Pas mal de tomates, ça pousse plutôt bien. Et puis après, il y a pas mal d'aromatiques, en fait. Thym, menthe, un peu de sauge qui est planqué par là-bas, romarin, un peu de verveine. On voulait pas se contenter de quelque chose d'ornement, quoi, en fait. On voulait aussi mettre un peu les mains dedans, faire pousser des choses, puis les manger si possible, quoi. C'est vrai que... Et voilà, du coup, ça marche plutôt bien, non? C'est assez agréable. À chacun son petit bonheur. Retour vers l'hypercentre parisien, le 7e arrondissement.
Derrière cette porte, voici le laboratoire à ciel ouvert de Judith Pillsbury. Cette Américaine a fait de son jardin un lieu d'expérimentation des saisons qui passent. C'est quoi? Ce sont des personnages, ce sont des bulbes. Donc on ne les plante pas très profond, parce qu'ils sont tout petits. Et j'ai déjà une centaine de personnages qui sont déjà plantés. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une petite fleur blanche qui vient en février. Judith Pillsbury vit ici depuis 38 ans. Son jardin, elle l'a transformé petit à petit. Au départ, elle voulait un grand gazon. Il n'a jamais pris. C'est beaucoup de travail, un beau gazon. Il faut le rouler, il faut le herrier, il faut tout le temps travailler dessus. Enfin, c'est compliqué, mais surtout, je crois, c'est le manque de soleil. Depuis, Judith a découvert l'élexine, une petite mousse très autonome. Devenue membre de la Société royale d'horticulture de Londres, elle s'est mise au latin pour écrire son jardin. Il est fleuri toute l'année, quelle que soit la saison. Une chose que vous avez manqué, mais qui va bientôt être très jolie, c'est le vigne vierge qu'on a planté sur le mur en face. Et ça devient rouge. J'aime bien le fait qu'il y a des saisons ici. On m'a expliqué que c'est triste dans les maisons de retraite pour les vieillards, que souvent il n'y a que les persistantes parce que vous perdez le souvenir des saisons. Vous voulez dire dans votre jardin, on sent les saisons? On sent les saisons, oui, absolument. Et le travail ne manque pas, surtout à l'automne et au printemps, quand tout se joue. C'est un vrai boulot. Oui, mais un boulot agréable, comme la cuisine. Je trouve ça aussi agréable que de faire la cuisine. Il y a des petites tâches qui sont répétitives, d'enlever la mauvaise herbe ou de tailler cette branche-là qui est vraiment difficile. Et comme ça, vous oubliez tous vos autres soucis. Le jardin comme un exutoire. Barthélemy Loustalan en sait quelque chose. Il est séminariste et aspire à partir pour l'Asie comme missionnaire. D'où ses visites régulières aux missions étrangères de Paris pour parfaire sa formation. Derrière le bâtiment, 1 hectare de verdure, un luxe inouï au centre de Paris. C'est le 2e plus gros jardin privé de la capitale, derrière celui de l'hôtel Matignon. Il y a 350 ans, l'Église lançait ici la formation de ses missionnaires. Aujourd'hui, elle accueille 80 prêtres originaires d'Asie. Et ce jardin est pour eux. Quand je suis arrivé ici, je connaissais à peine les missions étrangères de Paris. Et donc j'ai découvert un lieu qui est à la fois dans Paris et hors de Paris, là où il y a un calme extraordinaire. On entend juste le vent dans les feuilles et quelques oiseaux. On avait ce jardin pour se détendre, pour parler entre nous et pour assimiler tout ce qu'on pouvait apprendre. Au bout de l'allée centrale, un parterre à part dans l'histoire de la maison. Il compte 300 espèces de plantes ramenées d'Asie par les prêtres en mission. Parmi eux, sans doute le plus connu, le père Jean-Marie Delavet. Son héritage est d'une richesse incroyable. Vous avez ici un astère de Lavaï en latin, donc de Lavet. Ce père a travaillé notamment avec le Muséum d'histoire naturelle. Il a envoyé quelques 7000 planches des herbiers donc, à ce muséum, ainsi que des graines. Certaines ont germé. Et puis aujourd'hui, dans nos jardins en Europe, on trouve des astères de Lavet qui viennent donc de Chine. Le jardin des missions étrangères de Paris renferme d'autres surprises. Comme ces stèles offertes par la cathédrale de Séoul au XIXe siècle, ou cette cloche ramenée de Canton à la même époque.
Au fond du parc, une autre curiosité attend le visiteur. Ce petit oratoire, il rappelle tous les prêtres qui sont venus ici. Un prêtre, avant de partir, célèbre une messe d'envoi. Et à la fin de cette messe, on vient de l'église jusqu'ici en procession pour confier à la Vierge le prêtre qui part. Pour le confier lui, pour confier sa mission et pour confier le peuple auquel il est envoyé. Un jour, vous viendrez là? J'espère, de tout mon cœur. En attendant, Barthélemy vit ici, à l'Institut catholique de Paris, dans le 6e arrondissement. On y dénombre 7500 étudiants. Et parmi eux, une quarantaine de séminaristes, comme Barthélemy. Ils occupent l'ancien couvent des Carmes, construit au XVIIe siècle. Entre études et prières, la vie s'articule autour de la communauté. Pas facile tous les jours. Ça a ses grandes joies, ses immenses joies, puis ça a aussi ses difficultés. Je pense que c'est comme les familles nombreuses. On finit forcément par s'engueuler à un moment. On parle ni de politique ni de religion à table pour pas qu'on s'engueule. C'est un peu la même chose dans un séminaire, sauf que nous on est un peu obligés de parler de religion. Et vous les voyez tous les jours? Ah bah oui. C'est ma communauté, c'est avec eux que je vis. Et quand la pression est trop forte, Barthélemy trouve refuge dans ce parc, strictement réservé aux séminaristes. C'est l'ancien jardin d'agrément du couvent des Carmes qu'il entretient avec d'autres membres de sa communauté. Tous les jours, je fais parfois juste une minute, je fais un tour de jardin et puis j'en ressors, ou parfois plus longtemps avec un bouquin. J'aime beaucoup étudier ici. L'été, avant mes examens, je prends un fauteuil, je m'installe au soleil et puis j'avale des pages et des pages. Ça vous fait du bien d'être ici? Ça me fait un bien fou. Je me sentirais moins libre sans ce jardin. Au total, Paris compte 550 hectares de parcs, squares et jardins publics. Ils agrémentent la ville, à l'image des Champs-Élysées. Depuis la place de la Concorde, la plus belle avenue du monde, comme vous ne l'avez sans doute jamais vue. Retour sur Terre, à Rungis plus précisément. Ces hommes travaillent tous pour le centre horticole de la ville de Paris. C'est le coffre-fort vert de la capitale. Au programme ce matin-là, arrachage de 2000 pieds de chrysanthèmes. 65 000 sont produits chaque année. Et c'est Patrice Cohen qui coordonne les récoltes. Lequel est pour Montparnasse? D'accord. Et ça va partir quand, ça? Ça part mardi matin. Mardi matin. Les cimetières sont traditionnellement un gros consommateur de nos chrysanthèmes, mais on a d'autres utilisations du chrysanthème dans les jardins. Ça se fait de plus en plus, l'utilisation pour le fleurissement. Une période de fleurissement courte, mais avec une plante qui est avec des couleurs relativement chatoyantes et très intéressantes. Les équipes disposent de 44 hectares pour travailler. C'est le plus grand centre de production en Europe pour une collectivité. Près de 3 millions de plantes en sortent chaque année, avec un mot d'ordre, la variété. Ce sont des choux d'ornement. Et ils vont où? Ils vont dans le parc Kellerman, dans le 13e. C'est un autre mode de végétalisation des jardins. Elles ont été élevées où? Elles ont été élevées ici, dans les serres du centre de production, dans nos serres. Le centre de Rungis, c'est plus de 30 000 mètres carrés de serres dédiées à la culture. Et à l'approche de l'hiver, les pensées occupent l'essentiel de l'espace. Avec les primes verts, elles seront les reines des jardins jusqu'aux fêtes. Un peu plus loin, changement d'ambiance. Patrice Cohen nous emmène sur un terrain
expérimentale. Ça, ce sont des sédums, ce sont des plantes que l'on a fait pousser sur un support composé de fibres de coco avec du substrat. Et on destine cela, c'est un projet en fait pour de la végétalisation de toiture. Parce que sur Paris, il y a un projet de végétalisation de plus de 40 hectares de toiture. Donc on essaie de trouver des solutions qui permettent de répondre à cette attente de végétalisation. Plusieurs plantes sont testées et les premières conclusions devraient tomber d'ici à l'été. L'expérience présente plus d'un intérêt. Le premier, ça permet de stocker une partie de l'eau de pluie et éviter des rejets en Seine. Le deuxième, c'est d'améliorer l'isolation des bâtiments. Et le troisième, qui est important, ça augmente la surface de végétalisation dans Paris. Voilà les trois principaux intérêts d'une toiture végétalisée dans l'espace urbain. Retour à Paris, à 2 pas de la place de la Bastille. Une trouée verte dans l'univers bâti. L'endroit est géré par Annick et Roselyne. Ma jardinière préférée. Il fait pas chaud, hein, dis donc. Bienvenue au Jardin Nomade. C'est un jardin partagé créé en 2004 en accord avec la ville de Paris, propriétaire du terrain. Objectif, favoriser le lien social au travers du jardinage. Là, je sors du travail, donc 3 coups de pédale et j'arrive au jardin. Je retrouve les copines et puis voilà, on va jardiner, discuter, aller prendre un verre ensuite. C'est ça le jardin aussi. Les règles du jardin partagé sont simples. Une fois passé l'écueil de la liste d'attente, vous gagnez le droit d'investir une parcelle collective pour commencer. Un cheminement obligé vers l'individuel, 1 mètre carré de liberté totale. Ben là, par exemple, ici on a une jardinière, et ben elle a mis tomates et persil. Bon voilà, elle a fait une expérience. Elle a un magnifique rosier, c'est un pierre de Ronsard, mais elle met pratiquement rien au pied de son rosier parce que tellement elle est fière de son rosier. Et c'est vrai que quand il est en fleurs au mois de mai, juin, il est sublime. Et qui elle n'a mis que des framboises. Alors des fois on lui dit quand même tu pourrais essayer de faire autre chose. Ah oui mais non, mes enfants ils aiment bien les framboises. Et puis il y a cette fleur, la mascotte. C'est une onagre. La fleur s'ouvre seulement au coucher du soleil. Et la première année où on a eu des onagres dans le jardin, c'était le clou du spectacle en fait. C'était que tous les soirs on mettait un banc de chaque côté. Et puis on s'asseyait, puis on regardait l'éclosion des fleurs d'onagre. Et c'est vrai que c'est vraiment, pof, ça s'ouvre, c'est magique. L'association compte près de 300 membres. Parmi eux, Ève vient de récupérer son petit lopin de terre. Son idée, fabriquer un abécédaire histoire d'interpeller le visiteur. J'ai le fraisier, j'ai le thym. Tout à l'heure, j'ai hérité effectivement d'un zinnia pour la lettre. Donc je vais de A à Z, d'Annette à zinnia. C'est quand même déjà pas mal pour un début. Et en fait, je pense que je vais poser des cols aux visiteurs au travers des lettres derrière les plantes. Les mains dans la terre, sans modération, juste pour le plaisir. On est dans la ville, vous entendez les bruits de la ville, mais on est vraiment ailleurs au milieu de toute cette végétation, quoi. Et on oublie tout, quoi, en fait. On peut rester, avec ma copine Annick, là, on peut rester des journées dans le jardin. On rentre chez nous le soir, on a l'impression qu'on est parti un week-end à la campagne. Nous qui arrivions dans ce quartier sans connaître personne, et j'ai pas d'enfants, j'ai pas de chien, je fais pas de sport. Finalement, comment je connais les gens du quartier? Le jardin, bah voilà. Immédiatement, les gens se parlent, les gens partagent des infos. Voilà, c'est ça l'histoire du jardin. Il existe aujourd'hui 66 jardins partagés dans la capitale. Et voici sans doute le plus original. En bas de l'escalier, vous accédez à la petite ceinture, l'ancienne voie ferrée qui encerclait Paris. C'est le jardin du ruisseau. Et en ce dimanche de septembre, l'activité bat son plein. Comme partout en France, c'est la fête des jardins. Musique,
Cuisine du monde et jardin en mode partage. Le promeneur est souvent surpris. Il faut dire que l'endroit est le seul à Paris à présenter cette configuration plutôt originale. À même les quais de l'ancienne gare d'Ornano, à 2 pas de la porte de Clignancourt. Le fait que ce soit en contrebas de la rue fait qu'on échappe à la ville. On a la sensation d'être dans la ville, mais dans une sorte de coulée verte, une tranchée de verdure qui échappe un peu à l'agitation de la ville. Et ça, c'est un sentiment très très étrange, je crois. Parce que comme c'est une sorte de petite ceinture qui n'a pas de fin, elle fait tout le tour, l'imaginaire n'est absolument pas du tout fermé, quoi. Le ruisseau, c'est 400 mètres de linéaire, pluridisciplinaire. Non, il en reste un pot. Oh bah le dernier. C'est le dernier. Alors, il est numéroté. Hein. J'espère bien que vous l'avez numéroté pour moi. Je vous dois, cher monsieur. C'est 3 € le pot. Et le sachet de lavande alors? C'est 3 € le sachet de lavande du jardin. Je vais être ruiné aujourd'hui. Il est bon le miel ici? Ah bah écoutez, j'en sais rien, c'est la première fois que je le prends alors. Hein. Mais certainement qu'il doit être bon. C'est vous qui l'avez fait? Oui, les ruches sont au bout du jardin. Et comment ça se passe? Donc on est un groupe à s'être fait former, on est apiculteurs petits producteurs urbains et on gère le rucher toute l'année jusqu'à la récolte et jusqu'à aujourd'hui la dégustation et la vente. Ce dimanche-là, la fête joue les prolongations. Comme si le temps n'avait plus d'importance. Paris offre souvent des chemins de traverse inattendus côté jardin.